Alors l'objectif, je vais prendre 5 minutes simplement pour poser le décor et vous donner quelques métriques qui vont alimenter derrière le débat. Alors une proposition de définition déjà, parce qu'on entend beaucoup de termes, on entend la médecine individualisée, la médecine personnalisée, la médecine de précision. Donc nous, c'est le terme qu'on retient aujourd'hui. Et on va le définir comme une approche thérapeutique qui part de l'analyse génétique de la maladie, qui va en rechercher les causes, plus souvent ce sont des anomalies génétiques, et mettre en œuvre un schéma de traitement efficace. Au centre de cette démarche, il y a le patient. Ça va être le centre de mon schéma, c'est le point de départ, c'est sa pathologie, et la façon dont il répond ou pas à un traitement qu'on va lui administrer. C'est un nouveau dogme économique. Pour l'industrie pharmaceutique, on ne vise plus une organe, une maladie, mais on vise une sous-population de patients. Et ça a un impact dans la pratique et dans tout le cycle de recherche et développement du médicament que je vais vous développer. Pour pouvoir caractériser la maladie, on va générer énormément de données. Et là, ça pose de nouvelles questions qu'on n'avait pas jusqu'à présent, celle de la sécurité, de l'éthique des données. Je pense que les intervenants derrière pourront vous détailler cette partie-là. Et puis, on va aller chercher des cibles dans ces données. Ce sont des données hétérogènes. Donc là aussi, une nouvelle question. On va avoir des données omiques, on va avoir des données chiffrées, du texte, des données sémantiques. Donc il faut être capable d'aller exploiter tous ces types de données et en ressortir des sous-populations de patients et qu'est-ce qui va les caractériser, quel est le biomarqueur ou la cible qu'on va pouvoir viser. Et c'est là tout ce qui est apporté par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, pouvoir identifier un patient sans lui proposer une molécule derrière ou avoir la molécule sans pouvoir choisir le bon patient en face, ça ne sert à rien. Donc il y a un gros effort aujourd'hui en R&D pour pouvoir disposer de l'arsenal thérapeutique et diagnostique nécessaire à la médecine de précision. Et puis derrière, il y a toutes les questions d'efficacité, le bon traitement pour le bon patient, de ratio bénéfice-risque, d'accès au marché aussi. Les essais cliniques ne se font peut-être plus de la même façon sur des sous-populations de patients. Et de plus en plus, on le voit avec le prix des certaines thérapies, notamment en oncologie, il y a de nouveaux schémas de remboursement qui sont mis en place qui sont liés à l'efficacité. On ne rembourse que si la thérapie administrée est efficace. Avec bien entendu un fort enjeu de diffusion de la médecine de précision auprès des payeurs, mais aussi d'autres structures qui s'organisent comme les associations de patients. Ouais, donc la conclusion, c'est qu'il y a un gros changement dans le cycle de recherche et développement, de nouvelles pratiques et de nouveaux métiers qu'on n'avait pas jusqu'à présent et qu'il faut désormais prendre en considération. Voilà, là j'ai sélectionné quelques chiffres, il y en a un petit peu sur tout. Là je commence sur la médecine de précision, c'est des choses qui marquent. Aux États-Unis aujourd'hui, les 10 médicaments qui rapportent le plus, quand ils aident un patient, ils échouent à en aider entre 3 et 24, en fonction de la pathologie qui est considérée. Ça sont des données assez récentes, ils ont criblé beaucoup de maladies et ça pose clairement le décor et ça montre tous les enjeux de la médecine de précision. Depuis 2014, il y a à peu près un médicament sur 4 qui arrive sur le marché, approuvé par la FDA, qui est un médicament de précision. Et puis sur le marché, la croissance est fulgurante. En 2008, il y en avait 5 sur le marché. En 2016, il y en a 132. Donc c'est considérable. Et ce n'est pas terminé parce qu'aujourd'hui, il y a uniquement 50% des mutations génétiques qui peuvent être ciblées par un médicament. Donc il y a encore de la place pour développer de nouveaux outils thérapeutiques. Et dans cet effort vers la médecine de précision, l'oncologie est bien devant. La seconde, c'est les mises sur le marché en 2015. Il y en avait 40% qui étaient en oncologie. Et ce qu'on estime aussi, c'est que dans tous les médicaments qui sont en développement pour traiter le cancer, il y en a 70% qui sont des médicaments de précision. Voilà, donc la médecine de précision, il y a un enjeu considérable et l'oncologie est devant. C'est ce qu'il faut retenir. Et là, c'est ma dernière diapo. Juste un chiffre en 2017, et là c'était vraiment un tsunami. Pour la première fois, la FDA a approuvé une molécule pour une signature génétique et pas pour un organe. Voilà, donc retenez ça, c'est tout récent, c'était au mois de mai ou au mois de juin dernier. Pour pouvoir trouver le patient qui va pouvoir recevoir la molécule, il faut des biomarqueurs compagnons. Donc là j'introduis le rôle de ces biomarqueurs-là. En 2015, vous voyez là, c'est principalement BMS, Roche, Novartis qui appuient
leurs molécules sur la présence d'un biomarqueur compagnon, et c'était 25 milliards de dollars de revenus. Et là, ce n'est pas anecdotique, le début du graphe, c'est avril 2015, la fin du graphe, c'est septembre 2016, et c'est le nombre de tests génétiques sur le marché, qui a une croissance exponentielle du nombre de tests compagnons pour accompagner les nouvelles thérapies. Voilà, donc j'arrête pour la médecine de précision, j'arrête pour les biomarqueurs. Maintenant, je vous donne quelques informations sur les nouveaux schémas de remboursement. J'en ai choisi 2, mais il y en a plusieurs, il y en a même de plus en plus. Je les ai choisis en oncologie. C'est le cas du Velcade, qui est commercialisé par J&J pour soigner le myélome multiple. En Grande-Bretagne, après 4 cycles, si le patient ne répond pas, le traitement est entièrement pris en charge par J&J. Même chose pour le Vidaza. Donc ça, c'est en Italie. C'est commercialisé par Celgene pour traiter la leucémie. Et si après 3 cycles, il n'y a pas de réponse du patient, il y a 11% du traitement qui est pris en charge financièrement par la pharma. Donc il y a des schémas qui se mettent en place petit à petit, il y a des réflexions qui sont faites du côté des payeurs, du côté des laboratoires pharmaceutiques. Et ça, c'est une tendance. Voilà, on va continuer à la voir évoluer. Maintenant, si je regarde l'intelligence artificielle, qui est le second thème de la journée, il y a, là aussi, ça bouge énormément. Et vous allez voir, là, dans les quelques deals que j'ai sélectionnés, ils ont tous 6 mois maximum. Il y a Roche et GE, donc ça, c'est une annonce qu'ils ont faite ce mois-ci. Roche, le géant du diagnostic vitro. GE, le géant du diagnostic vivo, qui s'allient, mettent en commun toutes les données. Ils vont organiser un recueil exhaustif de données pour pouvoir développer des outils d'aide au diagnostic. Et c'est une tendance aussi qu'on retrouve dans l'industrie pharmaceutique, et je vais terminer là-dessus. J'en ai sélectionné 4, mais il y en a énormément. IBM Watson, qui a largement médiatisé, qui travaille avec Pfizer sur sa R&D en immuno-oncologie. Ça date de décembre 2016. Il y a Numerate et puis le japonais Takeda, qui vont aussi travailler ensemble en drug discovery pour appliquer l'intelligence artificielle. GNS Healthcare et Genentech, encore la même chose, et ça c'est aussi récent. Et puis mon dernier exemple, c'est une start-up française, Okin, qui vient de faire un deuxième tour de table et de lever 11 millions d'euros pour appliquer le machine learning à la recherche clinique. C'est un polytechnicien et un oncologue qui s'allient pour développer des outils d'aide au diagnostic clinique. Voilà, donc mes slides étaient très chargés, mais j'ai toutes mes sources, et si ça vous intéresse, je pourrais vous les communiquer. Merci.